c'est un virtuose de l'amour. Il vous fera découvrir la mélodie du bonheur. Pour Morgane, je recherche une fille belle sur toute la gamme. Qui veut épouser Morgane? Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 14e numéro des infos dont on parle peu. Bon, vous avez vu avec cette vidéo Qui veut épouser mon fils, je crois qu'on a véritablement touché le fond du fond du fond. C'est vraiment de la télé poubelle. Mais le pire, c'est peut-être qu'il y a plus de 2 500 000 téléspectateurs qui sont devant TF1, ce qui représente 29,8% de part de marché pour voir cette merde. J'en reviens pas. 2 500 000 personnes qui regardent ça. Allez, passons au sommaire de ce numéro. Nous allons parler d'infos internationales, d'économie, de santé, d'environnement. Alors attachez vos ceintures, ça va décoiffer et on y va. On démarre avec les infos internationales et avec les États-Unis où Barack Obama a été réélu président des États-Unis, ça ne nous a pas échappé. Par contre, il est intéressant de noter qui a subventionné Obama pendant sa campagne. Nous avons donc en première position l'Université de Californie qui a donné plus d'1 million. Microsoft qui a donné 760 000 $, Google qui a donné 737 000 $, le gouvernement US qui a donné 627 000 $, l'université d'Harvard 600 000, le Kaiser Permanente 532 000, Stanford Université 373 000, etc., etc., etc. Je vous donne le lien avec toute la liste. Obama qui aura fort à faire pour son deuxième mandat, déjà qu'il n'avait pas fait grand-chose pour son premier. Mais là, 47,1 millions de personnes aux USA utilisent des coupons alimentaires. En un mois, de juillet à août 2012, le nombre de ces gens a augmenté de 420 947, ce qui constitue un record. Toujours aux USA, après les drones aériens, l'armée a mis au point des bateaux lance-missiles entièrement automatiques. Toujours les États-Unis, mais cette fois-ci en Libye, où le consulat à Benghazi, où 4 Américains dont l'ambassadeur ont trouvé la mort le 11 septembre dernier lors d'une attaque, abritaient principalement des membres de la CIA en mission secrète. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal. Les 2 agents de sécurité tués le 11 septembre travaillaient également pour l'agence centrale de renseignement et non pour le ministère américain des Affaires étrangères. Plus d'une vingtaine de membres de la CIA opéraient en secret dans un bâtiment annexe du consulat où s'étaient retranchés des membres du personnel après la première attaque. En Syrie, 28 soldats de l'armée régulière syrienne ont été tués le 1er novembre dernier lors d'une attaque rebelle près de Saragueb, c'est dans la province d'Idlib. Certains sont morts lors d'une attaque à un barrage et d'autres ont été froidement exécutés, comme le montre la vidéo que je vous mets en lien. Pour le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, selon lui, c'est très vraisemblablement un crime de guerre, mais on attend une réaction de BHL qui tarde à arriver. Au Liban maintenant, même si nos médias ne parlent pas du tout de ce pays, on voit bien qu'il y a une série d'attentats et qu'on cherche à déstabiliser le pouvoir en place. C'est difficile de démêler le vrai du faux. Il n'empêche que le chef des renseignements des forces de sécurité intérieure, Wissam Al-Hassan, a été tué dans l'attentat qui a secoué Beyrouth le vendredi 19 octobre dernier. On continue avec le Moyen-Orient et on se pose la question de savoir si une attaque israélienne sur l'Iran a été évitée de justesse en 2010. La réponse, oui, si on en croit les auteurs d'une enquête diffusée lundi 5 novembre à la télévision israélienne. D'après le journaliste, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense ont demandé aux responsables de l'armée et des renseignements de lancer les préparatifs d'une attaque contre les installations nucléaires de l'Iran. Mais ce sont ces mêmes chefs de l'armée et des services secrets qui ont bloqué le projet. La scène se passe en 2010. Ce jour-là, Benjamin Netanyahou réunit autour de lui le Forum des Sept, sa garde rapprochée au sein du gouvernement. Sont conviés également le chef d'état-major et le patron du Mossad, qui depuis ont quitté leurs fonctions. Selon les journalistes du magazine d'investigation UFDA, les 2 hommes sont stupéfaits d'entendre le Premier ministre leur ordonner d'entrer dans la phase P+, un nom de code signifiant que l'armée et les autres services de sécurité doivent se préparer à une possible attaque. C'est alors que le chef d'état-major et celui du Mossad auraient clairement résisté à la consigne. Le chef des services du renseignement aurait même mis en cause la légalité de l'ordre du Premier ministre, puisque la réunion en question n'était pas celle du cabinet de sécurité, le groupe des 15 ministres appelés à voter chaque décision importante.
On continue avec Israël et avec un article mis en ligne par un ancien producteur de CBS News, Barry Lando, qui déclare pas moins que l'Arabie Saoudite soutient l'agence de renseignement d'Israël, le Mossad, pour ses opérations contre l'Iran. Les sources de Barry Lando, c'est, je cite, un bon ami avec de bonnes sources au sein du gouvernement israélien. Et il ajoute, le patron du Mossad a fait plusieurs allers-retours pour faire affaire avec l'Arabie Saoudite, dont un des accords est de financer les opérations qui ont emmené à assassiner plusieurs experts iraniens en nucléaire ces dernières années. On continue avec la marine iranienne qui a déployé une nouvelle base dans le détroit d'Ormuz, selon la télévision publique d'Iran. La nouvelle base iranienne, la 5e dans le détroit, est située dans le port de Bandar el-Landeh, à 1100 km au sud de Téhéran. Selon les médias, l'Iran a déployé cette base navale afin de consolider ses positions dans la région des îles Abu Moussa, de la Grande Tombe et de la Petite Tombe, placées à l'entrée du Golfe et qui voient passer une grande partie du trafic pétrolier mondial et revendiquée par les Émirats arabes unis. Un think tank israélien qui s'appelle INSS, ayant des liens étroits avec le gouvernement, a simulé ce qui se passerait au Moyen-Orient et à l'étranger si Israël attaquait les installations nucléaires de l'Iran, et a conclu que la réaction serait, je cite, dans le sens de la maîtrise et de la retenue, et que ce ne serait pas un élément déclencheur pour un élargissement de la guerre. Toujours dans cette partie du monde, on va parler des trafics d'êtres humains dans le Sinaï, avec de nouveaux témoignages accablants. C'est une série de témoignages glaçants qui documentent les violences dont sont victimes les clandestins africains qui tentent de pénétrer illégalement en Israël en passant par le Sinaï égyptien. C'est dans ce désert qu'ils sont battus, violés, détenus et rançonnés par leurs passeurs. Je vous laisse lire l'article complet sur le site de Radio France Internationale. Toujours dans cette partie du monde, on continue avec les accrochages qui ont lieu entre Israéliens et Palestiniens sur la bande de Gaza. Cette confrontation est l'une des plus violentes entre les groupes armés de Gaza et l'armée israélienne depuis la guerre de l'hiver 2008-2009 et fait craindre une escalade majeure. Contrat d'armement annulé entre l'Irak et la Russie. Ce contrat tablait sur 4,2 milliards de dollars et avait été conclu début octobre 2012 entre l'Irak et la Russie. Il était en bonne voie de finalisation pour le plus grand bonheur de Bagdad qui manque cruellement d'équipement depuis le départ des troupes américaines en décembre dernier. Il aurait aussi permis à Moscou de devenir le deuxième fournisseur d'armes en Irak, derrière les États-Unis. Là, deux hypothèses s'affrontent. Pour un observateur russe, l'annulation est sans précédent dans l'histoire du commerce des armes russes, et l'obstacle viendrait de Washington, pour qui un tel scénario est tout simplement inacceptable. L'autre hypothèse, c'est que Bagdad ferait pression sur Moscou pour abandonner ses projets dans le Kurdistan irakien. Le conglomérat russe Gazprom a été sommé de choisir entre ses exploitations dans l'Est irakien et la région autonome du Kurdistan, avec laquelle Bagdad a plusieurs dossiers litigieux. On va parler un petit peu de l'ouragan Sandy. Ça, on nous a rebattu les oreilles pendant des jours et des jours avec Sandy, en nous parlant de New York et des États-Unis. Mais parlons un peu des répercussions ailleurs. Et commençons par Haïti, où il est toujours difficile d'avoir une idée précise des dégâts causés par Sandy, qui a fait plus de 50 morts dans le pays et qui a détruit ou endommagé les maisons d'environ 20 000 personnes. Le nord d'Haïti, qui a déjà été touché par une longue sécheresse plus tôt cette année, avait déjà aussi été frappé par un précédent ouragan, Isaac, en août, dont personne n'a parlé d'ailleurs. Les autorités craignent à présent que ce qu'il restait des récoltes était complètement détruit par Sandy. Je cite, « Avec le Sud touché à son tour, de sérieux problèmes de malnutrition et d'insécurité alimentaire sont à craindre dans les mois à venir. » C'est ce qu'a ajouté Monsieur Pellman sur la radio de l'ONU. Après le séisme destructeur de 2010, les Haïtiens n'ont vraiment pas de chance. Autre pays qui a été touché par l'ouragan Sandy, c'est Cuba, où on dénombre 11 morts, et ceci dans l'indifférence totale. On va parler un petit peu de l'Amérique du Sud et de l'Équateur. L'Équateur qui a annoncé officiellement le 8 octobre dernier qu'elle exigera l'annulation de la dernière décision du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Cette décision ordonne à l'Équateur d'indemniser deux entreprises pétrolières états-uniennes pour un montant de 1 769 millions de dollars, considérant que les agissements de l'Équateur constituent une expropriation de fait et qu'ils violent plusieurs articles
du traité bilatéral de protection et de promotion des investissements de 1993 entre les États-Unis et l'Équateur, entre autres. On comprend pourquoi les États-Unis veulent absolument se débarrasser du gêneur président de l'Équateur, Correa. Parlons un petit peu de cinéma. Alors que tout le monde parle du film de Costa Gavras sur le monde de la finance, qui peut être intéressant, il y a un autre film qui sort, c'est un film documentaire sur l'Équateur, qui s'appelle Équateur, une politique au-delà de l'utopie, et qui parle de la transformation de ce pays avec le président Correa justement. À voir certainement. Toujours au cinéma, une autre sortie, c'est le film américain Argo, qui traite d'un fait historique prenant place en Iran en 1953 et la prise d'otage de 53 personnes. Malheureusement, comme le montre le site Geopolintel, les faits historiques font vite place à de la propagande anti-Iran. Je cite un morceau de l'article que je vous donne en lien. Le film n'en reste pas moins ce qu'il est, en un mot, une fort habile œuvre de propagande destinée à, primo, donner un visage repoussant mais non essentiellement caricatural de l'Iran révolutionnaire, un formatage de l'opinion utile en période de pré-guerre potentielle, deuxio, donner de l'Amérique et de ses super-pouvoirs une image grandiose, l'Amérique des héros, qui correspond rien que moins à la vérité vraie. C'est le rôle cathartique dévolu du cinéma, transformer l'échec en victoire. Parlons un petit peu de la Grèce avec ce journaliste Kostas Venexis qui a été accusé d'avoir publié une liste secrète d'exilés fiscaux en Suisse. Heureusement, la justice grecque l'a relaxé. Cette liste de 2059 noms détenteurs de comptes à la banque HSBC en Suisse est, selon le journaliste, rien d'autre qu'une copie de la liste dite liste Lagarde, car elle a été transmise au gouvernement grec par l'actuelle directrice générale du FMI alors qu'elle était première ministre française des Finances en 2010. Bon bref, en conclusion, les 2059 personnes qui ont sorti leur argent de Grèce pour les planquer en Suisse ne sont pas inquiétées. Par contre, le journaliste qui a divulgué l'information, lui, il a été jugé. C'est vraiment le monde à l'envers. On a assez peu entendu de ce sommet Asie-Europe. Ce sommet Asie-Europe qui a souligné les incertitudes de la croissance mondiale et a rejeté tout protectionnisme. L'Union européenne a mené pendant 2 jours une offensive de charme auprès des nations asiatiques, affirmant contrôler la crise des dettes souveraines et s'appliquant à démentir le risque d'effondrement de l'eurozone. Elle entend aussi appeler ses partenaires à faire plus pour la croissance. Et plusieurs voix se sont élevées, en particulier du côté européen, pour éviter toute démarche protectionniste et développer les échanges commerciaux entre les deux blocs de plus en plus interdépendants au sein de l'économie mondiale. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, s'interroge quant à l'utilisation de drones civils, voire de drones jouets. L'autorité estime en effet que, je cite, les technologies dont ils peuvent être équipés offrent un potentiel considérable en termes d'observation, d'acquisition et de transmission de données, ainsi que de géolocalisation. Elle a donc fait le choix de mener une réflexion sur le sujet. Et une dernière information pour conclure ces infos internationales, avec en France le supermarché Match des Halles Solferino à Lille qui appose désormais de lourds antivols sur certains paquets de viande Charal à un peu plus de 30 € le kilo de faux filet grand cru. On démarre la partie économie en parlant de la Grèce où la situation est de plus en plus explosive. On a vu cette vidéo des débordements à Athènes alors que le gouvernement vote pour toujours plus de mesures d'austérité. La Grèce est au bord du gouffre et on est tout près d'un défaut car le gouvernement attend de l'argent frais du FMI et de l'Union européenne. Dans l'immédiat, le gouvernement grec est sauvé de la faillite. Il a en effet levé le 13 novembre 4 milliards d'euros en titres à très court terme à des taux d'intérêt allant de 3,95 à 4,2%, ce qui doit lui permettre de rembourser quelques 5 milliards de créances. Une échéance un temps présentée comme potentiellement fatale. On va parler un petit peu de la construction automobile, puisque en dehors des chaînes de la Citroën C3 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis et de Poissy, tous les sites de Peugeot et Citroën ont été fermés la première semaine de novembre. Ces jours de chômage partiel coïncident avec la mise en congé le 2 novembre de toutes les structures du groupe français. L'autre constructeur français, Renault, est aussi touché. Les usines de Douai et Maubeuge dans le Nord et de Batilly en Meurthe-et-Moselle sont aussi arrêtées pendant plusieurs jours en novembre. Toyota subit aussi la baisse de la demande puisque l'usine de Denain dans le Nord restera fermée du 19 au 23 novembre.
La Banque mondiale a accordé à la Birmanie un total de 245 millions de dollars de dons et de prêts pour soutenir les réformes du nouveau régime. La banque financera des projets d'infrastructures dans des villages à travers un don de 80 millions, a-t-elle indiqué. Pour qui connaît le livre de John Perkins, Confession d'un assassin financier, on retrouve strictement la même stratégie décrite par Perkins. La Birmanie est désormais esclave de la Banque mondiale, sous-entendu des États-Unis. En Argentine, grave revers pour l'Argentine qui a perdu un procès en appel contre les fonds vautours. Un tribunal américain a reconnu le pays coupable, le 26 octobre dernier, de discrimination pour n'avoir pas remboursé les porteurs d'obligations qui avaient refusé la restructuration de la dette privée suite au défaut de 2001, le plus important de l'histoire après celui de la Grèce. Le verdict du tribunal de New York a fait l'effet d'une bombe à Buenos Aires. Le fonds Elliott, créé par l'activiste Paul Singer, soutien financier du candidat républicain à la présidence des États-Unis Mitt Romney, réclame à l'Argentine plus de 370 millions de dollars, environ 283 millions d'euros. Le ministre argentin des Affaires étrangères Héctor Timerman a indiqué le 25 octobre que l'Argentine aurait recours aux tribunaux internationaux. M. Timerman a reconnu qu'au cours des dernières années, les fonds vautours avaient réussi à confisquer temporairement 28 biens appartenant à l'État argentin. Parmi eux, l'avion présidentiel, les résidences d'ambassadeurs argentins aux États-Unis, les comptes bancaires à New York et jusqu'à la maison en France où a vécu et où est mort le libérateur José de San Martin à Boulogne-sur-Mer. Le groupe français GDF Suez, qui exploite les réacteurs nucléaires belges de Tihange 2 et de Doel 3, actuellement à l'arrêt, enregistre chaque mois une perte de 30 millions d'euros de bénéfices suite à l'enquête sur la sécurité des centrales. L'Agence fédérale des contrôles nucléaires avait révélé la présence de fissures dans la masse de la cuve Doel 3 lors d'un contrôle par ultrasons. À Tihange 2, Electrabel, qui est une succursale de GDF Suez, révélait que ce réacteur était également affecté par les mêmes défauts. Ne perdons pas de vue que GDF Suez est toujours une entreprise publique, donc c'est vous et moi qui payons. 3 informations qui n'ont pas fait la une des hebdos et dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Alors, le 29 septembre, un tribunal de Washington a invalidé des mesures qui devaient contribuer à empêcher un seul intervenant de déséquilibrer à lui tout seul le marché à terme des matières premières. Ces mesures ont été prises par la CFTC, le régulateur américain des marchés. Quelques jours plus tôt, le 24 septembre, on apprenait que les marchés du pétrole ne seraient pas réglementés. L'OPEP et les pétroliers, entre autres, s'y opposaient. Et enfin, le 22 août, la SEC renonçait à un ensemble de mesures visant à protéger le marché des capitaux à court terme. En Espagne, les autoroutes sont désertées, les gens n'ont plus d'argent et les entreprises qui gèrent ces autoroutes sont en grande difficulté. Voici un lien vidéo sur ce sujet. Et enfin, pour terminer avec la partie économie, voici plus de 180 jours que Bruno Boulefcade campe devant la Société Générale à Lons-le-Saunier. 180 jours, c'est énorme. Et les choses ne bougent pas. Donc, je vais bientôt retourner voir Bruno Boulefcade pour les 200 jours. Ce qui serait vraiment génial, c'est que du monde vienne nous rejoindre à Lons-le-Saunier. Donc, je communiquerai bientôt une date et j'espère que vous viendrez nombreux. Allez, on démarre la partie environnement et santé avec 4123 marées noires qui ont été comptabilisées en mer du Nord depuis 2000. Et seulement 7 d'entre elles ont donné lieu à des amendes pour les entreprises responsables. Au total, entre 2000 et 2011, de telles infractions ont été punies par 74 000 livres, soit 90 000 euros environ d'amende, selon le Guardian. Et cela alors que de nouveaux permis de forage viennent d'être accordés en mer du Nord. Selon des données obtenues par le journal britannique, près de 1226 tonnes de pétrole ont été déversées en mer du Nord entre 2000 et 2011, mais aucune amende n'a dépassé les 20 000 livres sterling. Et seuls BP et Total ont payé de telles sommes. Le premier pour une fuite de 28 tonnes de diesel depuis une plateforme en 2002, et le second pour le déversement de 6 tonnes de diesel en 2003 lors d'un transfert d'une plateforme à un pétrolier. On continue avec la pollution et un homme d'affaires américain qui s'appelle Russ George qui affirme avoir déversé 100 tonnes de sulfate de fer dans l'océan Pacifique au large des côtes canadiennes en juillet dernier. Ceci pour favoriser l'émergence de phytoplancton afin de piéger le CO2 et de lutter contre le réchauffement. Le problème c'est que toute cette opération est réalisée sans aucun contrôle et que cela est totalement contraire au droit international.
Comme d'habitude, on va parler du nucléaire et on va attaquer avec l'autorité de régulation nucléaire japonaise qui a demandé à des experts de se prononcer sur la présence et l'activité d'une faille sismique située exactement sous le site de production électronucléaire d'Oi. Les experts japonais se sont mis d'accord pour confirmer que les 2 réacteurs en service du site d'Oi sont bien situés sous une ligne de faille active. Pour le professeur Watanabe, inutile de tergiverser, il faut stopper Oi. Fukushima maintenant, et l'expert nucléaire Arni Gudersen, qui vient avec d'autres sonner l'alerte. En effet, le bâtiment numéro 4 de Fukushima s'enfoncerait dans le sol de façon inégale. Information inquiétante si l'on veut bien se souvenir que c'est dans la piscine de refroidissement de ce bâtiment que se trouve un très grand nombre d'assemblages nucléaires. En effet, ce bâtiment se détériore rapidement, et si la piscine, laquelle se trouve perchée à 30 mètres de hauteur, venait à basculer, les 264 tonnes représentant 1535 assemblages nucléaires monteraient en température, provoquant une situation quasi ingérable, puisqu'on vous dit que tout va bien à Fukushima. Toujours à Fukushima, le docteur Hélène Caldicott, qui a été interviewée sur la chaîne Democracy Now, a déclaré que, selon elle, la moitié environ du territoire japonais aurait été contaminée suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. Le docteur Caldicott a également insisté sur le fait que le gouvernement japonais poursuit sa politique de désinformation et de muselage de la presse japonaise sur l'ensemble des conséquences de la catastrophe japonaise. Une info un petit peu plus légère à propos de l'énergie, puisqu'un nouvel opérateur entre sur le marché. Après Poweo et Direct Energy qui sont devenus une même identité en juillet dernier, un nouvel acteur entend concurrencer les opérateurs historiques EDF et GDF Suez sur le marché de l'énergie. La filiale française de Lampiris, fournisseur belge indépendant, propose désormais une offre de gaz et d'électricité verte. Pour la fourniture de gaz, il se démarque des principaux opérateurs. Quand ces derniers indexent historiquement leurs tarifs selon les cours du pétrole, maintenant ainsi les prix à un niveau élevé, Lampiris a décidé de s'approvisionner sur les marchés dits spot. Les contrats d'approvisionnement se négocient à plus court terme et ne sont pas liés aux indices pétroliers. Selon l'opérateur belge, ce choix permet de proposer un prix au kilowattheure plus avantageux de 15% par rapport aux tarifs réglementés. Et pour séduire les nouveaux clients, il propose une ristourne supplémentaire de 2% sur ses tarifs officiels jusqu'à la fin du mois de novembre. Et une dernière info pour terminer cette vidéo, des lots de vaccins anti-grippe Novartis viennent d'être provisoirement interdits par les autorités italiennes, suisses et autrichiennes pour analyse, bien que le laboratoire assure qu'il n'y ait rien à craindre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo des infos dont on parle peu. Puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'année, j'ai très envie de vous faire un beau cadeau avec une belle vidéo pour fin décembre. Alors, j'aimerais que vous m'envoyiez tous des vidéos du pire de la télévision française. Et on va s'en faire un méga zapping. Alors, j'ai créé une adresse email, je vous la donne. Ça s'appelle lepiredelatv@yahoo.fr. Je répète, lepiredelatv@yahoo.fr. Envoyez-moi des vidéos, allez-y, j'en veux des milliers de vidéos du pire de la télévision. D'autre part, j'aimerais vous signaler l'ouverture de ma page Facebook InfoLibre TV, dans laquelle je rajoute quasiment en temps réel les infos que je trouve et qui apparaissent dans cette revue de presse. Allez, à dans 15 jours, et surtout restez bien informés. Allez, ciao!